Comment ça va, Alex? Ben ça va, c'est la sortie de l'album, c'est toujours un peu angoissant, mais ça va. Alors, c'est quoi cet album? C'est quoi cet album? C'est une reprise intégrale d'un album de Serge Gainsbourg sorti en 84 qui s'appelait Love on the Beat. Ouais. Je crois pouvoir dire que c'est un de mes plus vieux fantasmes, cette reprise-là. Vous aviez 10 ans quand l'album était sorti. Oui. Qu'est-ce que ça provoque chez un jeune garçon de 10 ans? Moi, Gainsbourg, je le connais. Moi, je connais Gainsbourg avant de connaître Gainsbourg, en fait, avant de connaître le Gainsbourg un peu plus chic, selon certains, des années 70 et 60. Moi, celui que je vois apparaître à la télévision, c'est ce Gainsbourg-là, de Love on the Beat. Ça provoque un mélange de stupéfaction, J'étais assez choqué, parce que j'étais quand même un enfant un peu poli, un peu réservé et tout, il disait des gros mots. Et puis je me souviens surtout, particulièrement sur le titre Love on the Beat, des cris de bambou. Il y avait quelque chose que je pressentais comme éminemment... à l'époque, sans me l'expliquer, parce qu'à 10 ans, bon, voilà. Non, je me rappelle surtout de quelque chose de l'ordre du... Ouais, j'étais un peu offusqué. Et en même temps, évidemment, attiré, comme toutes ces choses qui nous choquent, elles nous excitent un peu. Cet album, c'est l'incursion de Serge Gainsbourg dans la musique électronique. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer aujourd'hui qu'un type qui a une formation classique, lorsqu'il s'attaque au reggae, ça donne un album de reggae incroyable. Lorsqu'il s'attaque à la musique électronique, ça donne une pièce maîtresse comme Love on the Beat? Mais parce que je pense qu'il avait compris très tôt, et c'était un principe qu'il fait depuis le début de sa carrière, d'aller chercher des gens. C'est-à-dire qu'au départ, il est plutôt rive gauche. Ensuite, il se frotte un peu au jazz, qui était sa formation classique. Dans les années 60, il va chercher ce qui se passe autour de la pop anglaise. Ça veut dire que c'est un type qui n'a eu de cesse, avec sa culture à lui, qui est une culture plutôt du 19e, quelque chose comme ça, d'aller chercher des gens qui allaient le bousculer un peu. Quand il commence Love on the Beat, l'album, là, il paraît qu'il a un premier jour de rencontre avec son arrangeur, Billy Rush, et le soir, quand même, dans son hôtel, il appelle son DA, il lui dit « Mais qu'est-ce que je fous là? Ma musique à moi, c'est Chopin. » Malgré ça, il continue parce qu'il sent que le choc des cultures, en fait, c'est ça l'histoire de Gainsbourg, c'est toujours un choc de culture entre lui, qui est tout le temps sur sa trajectoire, en fait, et puis des musiques comme ça qui viennent percuter son univers. Quand on voit aujourd'hui les Daft Punk, c'est des artistes qui ont une formation classique dans la musique. Est-ce que la musique électronique permet de réinventer le classique? Oui, c'est une vieille histoire en plus, la musique électronique qui réinvente le classique. Il suffit de voir la BO de Orange Mécanique, par exemple. On reprend tout d'un coup au synthé des thèmes de Beethoven. Ça aurait été intéressant, Gainsbourg et les Daft Punk, je suis en train de penser. Non, mais ce qui m'a toujours intéressé chez lui, c'est vraiment cette percussion qui donne quelque chose de très moderne entre quelqu'un qui était d'une culture en réalité extrêmement classique. Et je trouve que cette rencontre-là, elle donne quelque chose qui à chaque fois est incroyable, parce que par exemple, sur cet album, on pourrait considérer que c'est du funk des années 80, new-yorkais. Et en réalité, les harmonies que lui amène, soit qu'il les ait écrites, soit qu'il les ait piqué, emprunté à Chopin pour ce qui est d'une des chansons de l'album, et ben ces harmonies, elles font que pour moi, le son de cet album, il est quand même différent de ce qui se fait à l'époque. Est-ce que c'est finalement ça, la French Touch? Aller chercher des harmonies plutôt locales, plutôt classiques, plutôt que d'aller puiser dans le blues comme le font les Américains? Eh ben c'est exactement ça. Non, mais c'est ce que je pensais. Je me dis que si cet album de funk ressemble pas à du Prince, par exemple, qui était le roi de ce funk des années 80, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a une culture harmonique classique, vraiment du 19e. Et peut-être que quand on entend un morceau des Daft comme Veridisco, on retrouve ce truc-là, qui est presque du bac d'ailleurs, encore plus que du classique, c'est presque du baroque. Mais c'est ça qu'on retrouve chez ces musiciens-là, ouais. Alex Bopin, un album de reprise de Serge Gainsbourg de l'album Love on the Beat. Normalement, quand on fait une reprise, on fait une chanson. Là, vous faites un album. Ah ouais, c'était vraiment l'intention originelle. Ça fait longtemps que j'avais cette intention et je me disais, tant qu'à reprendre du Gainsbourg, autant reprendre un album en entier, parce que ça permet de développer une idée cohérente qu'on a de comment on reprend ses chansons. Sur une chanson, on n'a pas forcément le temps d'explorer l'ensemble des possibilités de la réécriture qu'on propose. Et puis il y a cette idée aussi, peut-être un peu prétentieuse, que ça se fait pas beaucoup. J'aime bien l'idée de faire un truc, ça s'est fait un petit peu, beaucoup sur scène, plus sur scène que sur album, en France en tout cas. Et cette idée que ça se fait pas si souvent que ça me... Ouais, voilà, les chanteurs, on aime bien être un peu les premiers, ou pas les premiers, mais en tout cas faire des trucs que les autres font pas, donc ça me singularisait un peu. La reprise, c'est aussi un art, c'est l'art de la déconstruction. Quand on s'approprie une chanson, quand on s'approprie un album et qu'on doit déconstruire un album, qu'est-ce qu'on remarque du génie de Love on the Beat? Moi, j'aimais déjà beaucoup l'album, alors que Love on the Beat, c'est un album un peu mésestimé de Gainsbourg quand même. C'est une fin de carrière, les années 80, sa période américaine, que généralement les Gainsbourophiles n'aiment pas forcément beaucoup. Moi, ce que je remarque, moi, c'est mon préféré aussi. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Mais c'est une question de génération. Je crois que vous êtes un peu plus jeune que moi. Et j'ai remarqué que dans les gens qui ont plutôt 10 ans de moins que moi, c'est un album qui revient comme une référence, alors que pour les gens de ma génération, ça l'est moins. C'est un des seuls albums de Gainsbourg sur lequel on peut danser en club. Moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a épaté en le réécoutant, c'est l'extrême cohérence des thématiques qu'il a explorées toute sa vie et qu'on retrouve dans l'album. On le disait, l'homme du 19e, le type qui fait de l'érotisme, de la
qui fait se rencontrer sa vie privée et sa vie professionnelle avec l'hymne Lemon Incest qu'il écrit pour sa fille Charlotte. C'est aussi un type qui est capable d'osciller entre un type extrêmement désespéré, émouvant dans Sorry Angel, et une espèce de tonton rigolo qui fait des blagues à 2 balles avec Harley Davidson of the Beach. Même le titre. Et il y a tout. C'est un jeu de mots nul. Oui, c'est à la fois nul et extrêmement distingué, extrêmement chic. Un album en 84 qui explore des références comme Chopin, Stravinsky, pour ce qui est de la musique, et qui parle de Rimbaud, de Bacon, de Baudelaire. Ouais, je sais pas qui aujourd'hui propose ce genre de truc, sachant que c'est très mainstream en plus. Quand on décide de reprendre Lemon Incest en 2021, est-ce qu'on a peur de se faire cancel ou pas? Moi, profondément, je pense pas que ça existe en France, la cancel culture. Je pense que le débat existe, mais je crois pas que la cancel culture existe vraiment. Il y a toujours ce discours avec lequel je suis pas très d'accord, qui est dire on peut plus rien dire et machin et tout ça. C'est souvent les gens qui ont la parole le plus qui disent on peut plus rien dire. Ouais, puis peut-être que ce qu'on peut plus faire ou ce qu'on peut plus dire, peut-être que c'est pas une mauvaise nouvelle qu'on puisse le faire. Mais pour ce qui est d'œuvres comme celle de Gainsbourg, il peut y avoir débat. Moi, Lemon Incest, c'est pas une chanson qui me pose problème. Même quand je l'ai entendue enfant, c'était celle qui me choquait le moins de tout l'album, parce que je l'entends comme une chanson de déclaration d'amour paternel extrêmement pure. Et puis parce que c'est la première fois que Gainsbourg, dans une chanson, il est aussi didactique et aussi clair. Il joue pas du tout sur le trouble. Le refrain commence systématiquement par Charlotte qui chante l'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Alors il y a le mot inceste. On sent bien qu'il est là pour servir le jeu de mots inceste de citron, lemon incest. Sur le reste de la chanson, pardon, moi j'adore la chanson, je la trouve très pure. On pourrait presque considérer qu'elle est mièvre, la chanson. On n'est pas du tout sur ce que peut être le trouble incestueux dans cette chanson, à mon avis, enfin à mon sens. On écoute ensemble un morceau que vous aimez, c'est L'Anamour de Serge Gainsbourg. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est une bonne chanson et puis parce qu'il y a sa version à lui et la version de Hardy qui sont deux versions également parfaites pour moi. Et pour vous, c'est quoi l'Anamour? Oh, à l'époque, c'était en mai 68, il essayait de raconter quelque chose de l'époque, même s'il n'était pas très 68 art. Oh, pour moi, c'est une façon de s'aimer librement qu'il a pu défendre dans son couple avec Jane Birkin, par exemple. Moi, ce que j'aime bien chez Serge Gainsbourg, c'est que c'est un artiste avec lequel on peut s'engueuler. Même depuis qu'il est mort. Oui, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Au moins, il y a du relief. Ça a été quoi votre plus grosse engueulade gainsbourgienne? Ah, bah moi, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à tout lui pardonner. Puis plus tard, revoyant ses interventions télévisées avec Catherine Ringer, par exemple, ou son attitude avec Whitney Houston, ça me fait pas particulièrement rire. Je trouve ça un peu beauf, un peu misogyne, un peu goujat. Il était aussi, bien sûr, mais jeune, j'avais tendance à trouver ça extrêmement drôle. Et plus j'avance, peut-être que je m'assagis, hein, mais en tout cas, j'y réfléchis un peu plus et ça m'intéresse moins. Vous parlez encore de lui au présent? Mais oui, parce que les artistes qu'on aime, surtout quand ils ont une postérité comme celle de Gainsbourg, mais moi, enfin, quand je dis je m'engueule, moi je discute beaucoup avec les livres que je lis, avec les films que je vois, avec les artistes que j'écoute. Mais je discute chez moi à voix haute, hein. J'ai un côté vieux zinzin quand même, hein. Il y a un truc de cet ordre-là, quoi. et je trouve que c'est motivant. C'est pour ça que j'aime bien Gainsbourg, parce qu'il est... Il y a quelque chose de pas lisse. Même dans cet album Love on the Beat, il y a des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, mais ça m'intéresse parce que je trouve ça stimulant. Une des difficultés d'un album de reprise, c'est de ne pas tomber dans l'imitation. Et c'est vrai que Serge Gainsbourg, c'est quelqu'un qui a un flow, qui a un phrasé ultra typique. Comment vous avez trouvé le vôtre sur ses mots et sa musique? C'était très compliqué. Moi, j'ai commencé par scander vraiment. Alors, ça faisait vraiment, vous savez, le petit essayer de faire du rap dans les années 80, quoi. Il y avait un truc, c'était affreux, mes premières tentatives. J'ai vite arrêté. Et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait être simple. Fallait essayer, avec mes ingénieurs du son, de trouver la voix la plus agréable possible, très proche, on entend les bruits de bouche, les respirations, etc. Mais que la poésie, elle est tellement là que dans ces cas-là, il ne faut pas en faire des tonnes, il faut se laisser traverser par le texte et essayer d'être un médium pour le texte, plutôt que d'essayer de surinterpréter les choses, en fait. Et Piccoli, Michel, disait... La vraie poésie, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, en fait. On dit le texte à peu près correctement et elle se suffit à elle-même. Et je crois qu'on entend encore mieux ces textes et leurs provocations, parfois, quand on les dit comme ça. Parce que tout d'un coup, on n'en fait pas des tonnes et on entend, on se dit « Ah ouais, c'est chaud quand même ce que ça raconte ». Est-ce que Serge Gainsbourg, c'était l'anti-vibe? Aujourd'hui, dans la plupart des morceaux de pop, il y a tout le temps des vibes. Dans tous les sens, ça crie, ça fait de la performance. Et Serge Gainsbourg, c'était un peu la contre-performance, mais c'était quelqu'un qui savait quand même chanter. Lui, oui, mais il y a les choristes. Et rien que dans Love on the Beat, les choristes avec cette voix très androgyne, en plus, je crois que c'est la première fois qu'il utilise des choristes masculins. Alors pour le coup, ça vibe, hein. On est love, I say I want your love. Ça vibe à donf, mais sur les choristes. Le rôle était dévolu, effectivement, soit aux gens avec qui il était duettiste, avec qui il était en duo, soit les choristes, soit des garçons là, ou les High Street dans les albums reggae, par exemple. Là, on peut considérer que ça vibe un peu. Il était précurseur dans la façon dont on produit un tube aujourd'hui?
Ça, je sais pas, je me rends pas compte. Je sais pas à quel point il a fait exprès de produire des tubes. Je pense que ceux pour lesquels il a fait exprès, une chanson comme L'Ami Cahouette, par exemple, qui est quand même une chanson lamentable, hein, quand je dis qu'on peut s'engueuler avec des gens, voilà. Ou si Sex and Son, c'est quand même terrifiant, hein, comme disco, Francaoui, avec des paroles de rien. Là, il faisait exprès, sauf que c'est des tubes qui vont pas perdurer, finalement. Ce qui perdure, c'est les chefs-d'œuvre. Il y a une nouveauté également pour Gainsbourg sur cet album, c'est New York. C'est la première fois qu'il travaille avec des ricains quand même, Gainsbourg. Alors qu'on a l'impression qu'avec New York USA, avec le jazz, tout ça, il aurait pu s'approcher plus tôt de cet univers-là. Et puis qu'il en a parlé beaucoup des États-Unis, du fantasme de l'Amérique pour les gens qui sommes les Européens qu'on est. Et c'est effectivement la première fois qu'il se frotte à cette culture-là, cet endroit-là. Et moi, je trouve que ça donne une friction extrêmement créative et électrique. Alex Baupin, cet album de Gainsbourg, comment il était reçu lorsqu'il a été sorti ? Bien et pas bien, je crois. J'ai des avis très contrastés. J'ai des gens qui expliquent que les critiques étaient plutôt mauvaises, notamment son agent Bertrand Delabé se rappelle que c'était difficile. Et puis d'autres comme un garçon qui travaillait chez Best, Jean-Éric Perrin ou Manœuvre, qui disent qu'il avait la carte à l'époque, donc il était dans tous les magazines rock et que ça se passait bien, mais j'arrive pas à savoir. En tout cas, ce que je sais, c'est que des années après, il a été un peu mis sous le tapis, cet album-là. Est-ce qu'à un moment où Serge Gainsbourg est totalement devenu une institution, un type comme lui pourrait exister aujourd'hui ? C'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est quelqu'un qui se permettait tout et on a l'impression qu'on n'autorise pas grand-chose aux nouveaux artistes. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il avait une radicalité qu'il a suivie du début à la fin, c'est-à-dire une façon de tracer son chemin qui fait que oui, il existerait. Puis rien que le fait que cet album, par exemple, Love on the Beat, posait problème à l'époque pour des raisons différentes des problèmes qu'il peut poser aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un album qui a une postérité provocatrice. Rien que ça, je me dis que quand même, quand on a une personnalité pareille qui perdure autant, je me dis que oui, bien sûr, ça pourrait exister. Moi, encore une fois, je crois pas que la cancel culture en France, ça existe. Je pense que le débat existe encore, mais je crois pas que... Je pense qu'il y a plus d'autocensure que de censure réelle. Voilà. Et ça, par contre, c'est vrai. Sujet tabou dans l'album L'homosexualité, avec le morceau I'm the Boy. Pourquoi il l'a traité comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé l'expression « le garçon qui a le don d'invisibilité » ? C'est un truc qu'il a piqué dans un bouquin de James Joyce, dans Ulysse, je crois. Il avait cette idée... En 84, quand il décrit l'homosexualité, c'est encore une homosexualité assez tragique, assez planquée, une homosexualité de backroom. Il n'en reste pas moins qu'en 84, pour un artiste comme lui, très mainstream, d'aller explorer le domaine de l'homosexualité sans faire le rire du sergent ou la cage aux folles, en gros. Moi, je trouvais ça assez culotté. On est plus du côté de Jean Genet ou du Lou Reed de Transformers ou des expérimentations berlinoises ou new-yorkaises. Et donc, il y a quelque chose là-dedans que je trouve très beau. I'm the boy that kind enjoy invisibility. C'est l'idée qu'à l'époque, en tout cas, eh bien, pour profiter de tout ça, il faut être assez planqué, je pense. Ils ont sorti un énorme bouquin qui s'appelle Le Gainsbook, qui raconte tout Gainsbourg en studio. Et en France, on n'avait pas ça. Il y a un truc qui s'appelle, en Angleterre, qui est Recording with the Beatles, qui raconte comment c'était passé pour eux. Moi, à voir ça, je peux passer des heures dans des trucs comme ça. Donc pour moi, c'était passionnant de parler avec lui et avec les autres. Est-ce que raconte Philippe Manœuvre sur la façon dont pouvait se faire la musique à l'époque ? Il suffisait que Gainsbourg débarque dans une loge, rencontre un journaliste rock, lui dise « mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment de bien ?» L'autre il dit « mais tu te rends pas compte, téléphone c'est terminé, maintenant c'est la funk, c'est Nile Rodgers ». Et Gainsbourg trouve un moyen de décrocher son téléphone et il file dans le studio. Ça se fait encore comme ça aujourd'hui ou c'est des DM sur Instagram ? Oh, c'est bien sûr des DM sur Instagram, c'est beaucoup plus de questions conceptuelles, j'ai l'impression, peut-être moins pour moi, même pour la génération qui vient ensuite. Tous les gamins qui ont débarqué, qui font pour beaucoup des trucs super, on sent qu'ils sont très attachés à avoir un concept un peu global dès le premier album, alors que moi j'ai l'impression que de ma génération, on mettait 1, 2, 3 albums à se définir, à se trouver, à se chercher, et je trouvais ça important, moi, cette recherche-là. Ce qui est étonnant aussi sur cet album, c'est que moi je me suis rendu compte que c'est un album qui est produit, enregistré, mixé en 15 jours, ce qui est rien aujourd'hui. Principalement dans un studio qui est une cabine que Billy Rush, son arrangeur, a installé dans son garage, quoi, dans sa baraque du New Jersey. Et finalement, ça ressemble même dans sa production à des choses qu'on peut faire aujourd'hui avec des laptops. Il y a l'idée comme ça, ou ce que pouvait faire Daft Punk sur les premiers albums, Air, etc. Il y a l'idée comme ça qu'on est presque sur du home studio, alors qu'on est dans une époque 84, on va à Power Station. Ça coûtait très très cher. Et tout ça. Et là, c'est 15 jours, et 15 jours quasiment que dans le petit studio de Billy Rush. Et Alex Baupin, pourquoi est-ce qu'on séduit plus facilement quand on avoue ses défauts ? Ah, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette question ? On a l'impression que Serge Gainsbourg n'a jamais autant séduit depuis qu'il a déclaré qu'il était l'homme à la tête de chou. Ah, vous croyez ?
Ouais, en tout cas, il a fait de ce qu'il pensait être ses défauts, sa laideur supposée, par exemple, qui lui posait beaucoup de problèmes, il en a fait une espèce de force, il a mis ça en avant, effectivement. Peut-être parce que ça révèle une fragilité qui forcément est émouvante, parce qu'on se reconnaît tous là-dedans. Voilà, c'est quand même, on a beaucoup plus envie d'aimer quelqu'un qui nous dit qu'il est imparfait, qu'il est comme nous, que quelqu'un qui nous dit qu'il est meilleur. Qu'est-ce qui le rendait beau, Serge Gainsbourg? Son talent immense, sans doute. Puis il y a des choses qui le rendaient laid aussi, qui n'étaient pas forcément sa laideur physique.